comme on n'a pas tous le même niveau en informatique, et c'est normal, hein, il n'y a pas de honte à avoir, la connaissance s'effectue de façon empirique, hein. Plus vous allez vieillir, plus vous allez accumuler de connaissances, et il va falloir justement, hein, affiner vos modèles, vos schémas de pensée, vos chaînes de pensée. Comme je dis toujours, c'est un processus à la fois au niveau de votre intellect, c'est un travail personnel, c'est une initiation, comme je vous le dis. On ne naît pas hacker, on le devient. C'est un mindset, c'est un état d'esprit, hein. Donc pourquoi chiffrer, pourquoi signer des fichiers, pourquoi envoyer tout ça via des mails, hein, des courriels, pourquoi chiffrer et signer des fichiers, des courriers, hein? C'est quoi le chiffrement déjà? Hein, parce que la plupart des gens parlent de cryptage, hein. Vous savez que c'est un abus de langage. Les mathématiciens vous diront le cryptage, ça n'existe pas, hein. On parle de ciphering en anglais. En anglais, on parle de cryptage. Mais le cryptage, c'est pas le bon terme, hein. On parle de chiffrement en termes mathématiques. Alors, le chiffrement, c'est, si on devait le résumer, une opération réversible qui va transformer un message électronique en un charabia inintelligible à qui ne connaît pas la clé de déchiffrement. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de clé. Donc un exemple simple de chiffrement, c'est celui qu'employait César. Je vous en ai parlé dans mes cours en crypto. On a ce principe, euh, donc on revient plus de 2000 ans avant et on a là une campagne militaire. On a le Sénat romain qui communique, hein, avec César qui mène sa campagne militaire. Je vous avais expliqué que c'est triste à dire, les Gaulois avaient une méconnaissance totale de la langue, hein. Ils étaient incapables de comprendre le romain, hein. Donc, le romain, vous l'avez compris, hein, c'est le latin. Donc, le latin, de facto, était incompréhensible par les sauvages, hein, comme les appelaient les Romains, et donc le chiffrement n'était vraiment pas nécessaire. C'était une surcouche de protection, hein, puisque aucun des Gaulois était à même de lire, de parler la langue. D'accord? C'est pour ça que je vous encourage à apprendre des langues étrangères. Vraiment, ça vous servira tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que l'anglais, l'espagnol, l'arabe, ces trois langues vous permettent de communiquer avec l'ensemble de la planète, hein. Après, si on doit creuser un peu en géopolitique, j'ajouterais le chinois, hein. Alors, encore une fois, hein, quand je parle d'arabe populaire, pas l'arabe littéraire. Et quand je parle de chinois, je parle du chinois populaire et pas le mandarin, hein, le chinois littéraire, qui est comme l'arabe, qui est extrêmement complexe et qui est parlé par une infime caste de gens, hein. Encore une fois, la plupart des gens connaissent la langue populaire. Et le russe, hein, parce qu'on on est en plein dedans. Mais je suis en train de m'éloigner du sujet, encore une fois. C'est mon grand défaut. Donc César avait besoin de communiquer avec le Sénat romain. Ce qu'il faisait, c'est que il faisait un décalage, hein. Il décalait chaque lettre du message de quelques positions dans l'alphabet, hein. Ensuite, bah, tout simplement, il suffisait d'opérer le décalage inverse pour retrouver le texte en clair. On a ce principe du route 13, hein. C'est un décalage de 13 lettres. D'accord? Je vous avais expliqué ça dans mes précédentes vidéos. Donc évidemment, les méthodes modernes ont profité de l'essor des mathématiques et des progrès réalisés depuis en cryptographie, hein. Il suffit plus de tester quelques dizaines de cas pour découvrir une clé par force brute. Des milliards et des milliards de combinaisons sont maintenant possibles. Donc le temps et l'énergie nécessaires pour casser ces clés par des méthodes naïves, dites de force brute, c'est-à-dire tester toutes les clés possibles, hein, tester toutes les possibilités, eh ben, c'est bien supérieur, hein, à ceux qui sont disponibles dans l'univers. Donc vous voyez que, encore une fois, en cryptographie, quand on commence à casser des mots de passe, il y a plein de facteurs que vous devez prendre en compte, hein. C'est déjà à qui vous vous attaquez, quel est le niveau de sécurité que vous pensez de votre cible, et combien de temps ça va vous prendre, hein, puisque le temps, c'est de l'argent dans la société capitaliste, mais c'est on ne peut plus vrai
en termes de calcul. Hein. Tu peux avoir une ferme de puces ASICS ou de FPGA, de puces dédiées pour casser des mots de passe. Tu vas dépenser de l'énergie, tu vas dépenser de la chaleur. Ok? Cette chaleur, il va falloir la convertir en froid. Les ordinateurs n'aiment pas la chaleur. Ok? Et c'est de l'électricité que tu vas payer. Donc tu comprends bien que le temps, c'est de l'argent, c'est de la chaleur, et cette chaleur, faut du refroidissement. Donc c'est également de l'argent. Donc encore une fois, quel temps, quelle puissance de calcul tu peux t'octroyer pour casser tel mot de passe, pour casser tel système de chiffrement. Hein? C'est ce principe. Et plus ça va prendre un certain temps, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, plus ça va tout simplement dégoûter la partie adverse pour qu'elle s'attaque à votre système de chiffrement, à votre mot de passe, à votre infrastructure, à votre système d'information. Hein. Le but, c'est que le nombre de possibilités soit quasiment infini pour que l'attaquant se dise c'est trop sécurisé, je passe à autre chose. Hein. Et c'est comme ça que ça marche, c'est la logique. La plupart des hackers, même les meilleurs hackers, je parle des cybercriminels, donc des black hats, vont opérer sur des infrastructures qui sont clairement pas sécurisées. Hein, parce que sinon, il faudrait un certain temps. Un certain temps. Et vous le savez, vous avez vu la série de Mister Robot. Dans Mister Robot, il arrive à tout faire. Il arrive à casser en quelques minutes. La réalité n'est pas la même. Qu'est-ce que je vous voulais que je vous montre? Je vous montre une vidéo où on va craquer le Wi-Fi. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est une vidéo qui va durer une semaine, qui va durer 10 jours, qui va durer 10 heures, qui peut durer un an en fonction de la complexité du mot de passe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder tous ensemble la vidéo, les chiffres évoluer et voir si on trouve la solution ou pas. Vous savez très bien que sur YouTube, ça serait totalement inintéressant. D'accord? On veut que tout aille vite, mais la réalité est totalement différente. Quand vous commencez à vous intéresser à la cryptographie, aux attaques de force brute, de dictionnaire, ça devient extrêmement technique. Et justement, la technique va permettre de raccourcir ce temps de calcul. Mais si vous faites de la simple, naïvement, de la simple force brute, hein, du brute force, vous allez passer des jours, des mois, des années à trouver ou pas la solution. Ok? Donc tout le but, c'est que ça soit trop compliqué pour que tu veuilles m'attaquer. Hein? Essayez, tenter de trouver mes secrets. Donc pourquoi l'importance de chiffrer et de signer numériquement? Hein. Un courrier électronique envoyé tel quel, sans avoir été chiffré, est lisible hein, à toutes les étapes intermédiaires sur le chemin qui vous sépare de votre destinataire, depuis l'administrateur système de votre réseau local au sein de votre entreprise, jusqu'à celui de l'entreprise de votre correspondant, en passant par celui des routeurs intermédiaires et les utilisateurs indélicats qui pourraient éventuellement espionner tous les paquets passant sur les réseaux locaux en configurant, pardon, leur carte en mode promiscuous. C'est le mode qu'on utilise, vous le savez, pour sniffer les paquets réseau sur le réseau. Justement, hein. C'est le mode débugage, monitoring. D'accord? Donc tout ça, c'est comparable à une carte postale. Inversement, la signature est indispensable hein, pour donner à votre correspondant la certitude que le message provient bien de vous. Contrairement aux signatures et aux paraphes manuscrits qu'on peut retrouver dans la vraie vie, une signature électronique utilise un algorithme robuste qui est quasiment impossible à contrefaire hein, si la personne a pris soin de toujours bien protéger son secret. Je vous le dis toujours, le secret c'est quoi? C'est la clé privée. Ta clé privée, tu la gardes pour toi. Ta clé publique, tu la donnes à tout le monde. D'accord? Et ça marche aussi pour les crypto-monnaies. D'accord? Donc pensez à ça. Ce qui est privé, privé. Ça ne vous concerne que vous. Ce qui est public, tout le monde peut savoir ce qui est public. Votre vie publique, c'est une chose. Votre vie privée, à l'inverse, c'est extrêmement important. Ok? Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, regarde, la vie publique, c'est aussi important. T'es un youtubeur, influenceur sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Hein? T'as un bon CV, t'es sur LinkedIn. Regarde, ton image publique aussi va faire que les gens ont confiance en toi, s'intéressent à toi.
tu vas pouvoir les influencer, tu vas pouvoir même trouver du travail, hein, puisque tu auras un réseau qui se base sur cette image de marque, sur le respect ou non que euh, tu inspires. D'accord? Donc, dans certains cas où l'envoi d'un courrier peut compromettre ou mettre en danger votre correspondant, bah, chiffrer devient quasiment une obligation morale, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, on va développer un peu la théorie, hein. Le méthode de chiffrement et signature à clé publique. On a des méthodes de chiffrement à clé publique découvertes depuis quelques dizaines d'années qui recourent à deux clés qui vont jouer des rôles inverses. Il est facile de les fabriquer ensemble, mais il est clairement difficile de retrouver l'une en connaissant l'autre, hein. Et ça, c'est toute la base de la théorie. Alors, comprenez bien la clé privée. Je t'ai dit que la clé privée, c'est que son propriétaire protégera et chérira, hein, comme la prunelle de ses yeux, puisqu'elle est l'équivalente de son identité, hein, et donne accès à ses secrets. La clé publique, par opposition, aura au contraire, bah, on pourra la communiquer en main propre à ses correspondants, hein, ce qui leur donnera la garantie qu'elle est bien la sienne et évitera toute attaque de type eavesdropping, man in the middle, hein, homme du milieu, où un intrus va intercepter les communications en temps réel et se faire passer pour l'un des deux interlocuteurs, soit Alice, soit Bob. D'accord? Donc ces deux clés annulent l'une les effets de l'autre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, quand on va appliquer la clé publique du destinataire à un message, le chiffre, hein, c'est ce principe, on parle de chiffre, seul le propriétaire de la clé privée correspondante pourra appliquer sa clé privée à ce charabia, entre guillemets, et retrouver le message original. Ça explique en particulier pourquoi on chiffre toujours, hein, les courriers électroniques ou un fichier à destination de personnes précises. À l'inverse, on va appliquer sa propre clé privée à un message, c'est ce qu'on appelle le signe, et n'importe qui pourra appliquer au charabia qui en résulte notre clé publique. Retrouver le message original, hein, ou une trace de celui-ci, pardon, calculé d'une manière convenue, et avoir la certitude que ce message est bien issu de celui qui s'en prétend l'auteur. D'accord? Donc il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est on veut la sécurité de l'information, en tout cas de la data, hein, qui est transmise entre les deux parties, puisqu'un canal de communication, je vous le répète toujours, c'est deux personnes ou plus, mais minimum deux personnes, à moins que vous soyez tout seul dans vos têtes à communiquer. Ça s'appelle la schizophrénie. Attention, allez consulter un médecin. Plus sérieusement, donc, canal de communication, on échange un message. Ce message, on veut qu'il soit capté, compréhensible, échangé uniquement entre les deux acteurs. D'accord? Ou plus. Moi, dans mon exemple, je parle tout le temps de Bob et d'Alice. D'accord? Et je veux être sûr que Alice parle bien avec Bob et que Bob également a la garantie qu'Alice communique bien avec Bob. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Alors, je vais vous parler un petit peu d'OPSEC, hein. L'OPSEC, c'est la sécurité des opérations. C'est un terme militaire qui a été développé, hein, depuis plus d'un siècle, mais c'est à la mode. Concrètement, sur un champ de bataille, j'ai envie que les hauts niveaux décisionnels, hein, les chefs de guerre puissent communiquer avec, que les soldats vont recevoir des ordres. Et ces ordres, naturellement, depuis la nuit des temps, dans le monde militaire, il ne faut surtout pas qu'ils soient interceptés, hein. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous ai dit attaque de l'homme du milieu. Donc quand on aborde les questions de sécurité informatique, il faut penser aux précautions à prendre au plus haut niveau des États, hein, des États-nations et des secrets industriels. Vous savez qu'aujourd'hui, l'espionnage industriel est, n'est qu'un des vecteurs de la cyberguerre, hein. Je peux récupérer des milliards et des milliards sont en jeu, hein. On a des pays qu'on ne citera pas qui vont laisser toute la partie recherche et développement à des États, d'autres États-nations, hein, des pays occidentaux. Et une fois que les Black Project
sont lancés, on va, via des espions, récupérer du tech-int, hein, de l'analyse technique, et récupérer des secrets industriels dans tous les domaines, pas seulement militaires, mais également industriels. Et quel est le bénéfice? Eh ben, vous allez récupérer, hein, le, les secrets et toute la partie qui va vous permettre à votre tour d'industrialiser les processus et de créer peut-être une super arme, hein, ou avoir une technologie que vous ne possédiez pas. Donc, en géopolitique, hein, l'espionnage industriel est extrêmement puissant, hein, puisqu'il va vous permettre d'éviter d'investir des milliards dans de la recherche et développement. Vous allez laisser votre ennemi développer des prototypes et lorsque ça commencera à porter ses fruits, vous allez envoyer des espions, des agents pour récupérer ces données techniques, ok? Et le savoir-faire, les process, d'accord? Donc, vous économisez énormément, hein. Quand on crée un produit, un médicament, un produit finalisé, standardisé, industrialisé, euh, le coût le plus important, c'est en recherche et développement, hein. C'est pour ça que parmi le CAC 40, le Nasdaq, vous avez ces énormes entreprises qui font aujourd'hui appel à des hackers pour voler ces secrets industriels, hein. C'est un monde inconnu ou que peu de gens connaissent, hein, mais c'est un monde de requins, à l'image de ce capitalisme prédateur. Mais je dis que je ne ferai pas de politique. Revenons à ce qui nous intéresse. Donc, ce qui vous concerne, si on doit parler un peu de l'homme du milieu, c'est que, en termes d'obsèques, vous devez constamment veiller à protéger vos secrets, de telle sorte que ça coûtera plus d'argent à un adversaire de les découvrir que cette connaissance pourrait tout simplement lui apporter. Comprenez bien ce concept. L'attaque de l'homme du milieu, ça suppose qu'un ennemi capable d'intercepter toutes vos communications parvienne à vous faire croire, à tort, que la clé de votre ami Bertrand a pour identifiant, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, alors que sa clé a pour identifiant A, B, C, D, E, F, 0, 1. Vous expédiez un message chiffré à Bertrand en le chiffrant avec la clé publique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ennemi va intercepter le message et le décode sans problème, hein. Il dispose tout simplement de la paire de clés correspondantes et le chiffre à nouveau avec la nouvelle clé publique, hein, qu'on a vue précédemment, quand c'était A, B, C, D, E, F 01, avant de lui transmettre ce message. Ainsi, personne ne se doute de rien, mais les communications sont éventées, hein. Et c'est exactement ce que fait la NSA, hein. Vous ne savez jamais que vos communications sont interceptées. Elles le sont tous les jours. Et vous vous rendez compte de rien. C'est indolore. Mais c'est pas parce que c'est indolore que ça n'a pas une influence sur vous, hein. Si on est en une entreprise, bah, ça veut dire que les Américains nous espionnent. Ok? Ils connaissent tous nos secrets. Si vous êtes le Pékin moyen, ça veut dire qu'on connaît tout de votre vie privée, tous vos échanges sur Internet. Alors encore une fois, dans une démocratie, posez-vous la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas à moi de juger. Donc évidemment, si vous avez signé le message chiffré, il sera plus difficile à l'homme du milieu de maintenir cette illusion, hein. Il a également réussi à tromper Bertrand sur l'identifiant de votre clé. Rappelez-vous, hein. Donc pour se prémunir contre ces dangers, on conseille de rencontrer personnellement, en chair et en os, ses interlocuteurs et d'échanger avec eux les clés en contrôlant leur identité à l'aide d'une pièce officielle, hein. Il est parfois difficile de reconnaître des faux, surtout dans des pays étrangers. Quand cela n'est pas possible, on étudiera le réseau de confiance, hein. Si Bertrand a signé la clé de Daniel, vous pouvez avoir une certaine confiance en celle-ci. Si Daniel a signé la clé de Paul, vous accorderez à celle-ci un crédit réduit, mais non nul, etc., etc. Donc c'est ce principe de trust, hein, de confiance. Confiance, ce principe de confiance, vous le verrez constamment en cybersécurité. D'accord? Donc voilà. Pourquoi tout ça? Parce que c'est extrêmement prolifique en termes d'attaque, hein, si on doit s'intéresser au renseignement militaire, renseignement civil.
en termes d'espionnage, en termes de cybersécurité, en termes de cyberguerre. Ensuite, si on doit parler un peu de GPG, hein, puisqu'à la base, je voulais vous montrer un petit peu comment fonctionne GPG, mais je peux pas vous parler de GPG. Enfin, si, je pourrais le faire, mais il faut contextualiser toujours hein, l'outil. Donc, on dispose d'un certain nombre de clés publiques hein, qui forment un trousseau, on appelle ça. GPG propose de nombreuses options de ligne de commande à taper dans un terminal, comme on va le faire. Là, j'ai mon Kali Linux sous les yeux et on va pouvoir le manipuler, l'enrichir, le mettre à jour. D'accord? Je vous conseille de faire un man GPG pour pouvoir avoir toutes les informations qui concernent GPG. Alors, on va se lancer un terminal. Avez le manuel. D'accord? OpenGP, PGP, pardon, Encryption and Signing Tool. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Description. Il nous dit qu'OpenPGP, ça fait partie du GNU PG, Privacy Guard. C'est un outil qui permet un chiffrement digital et de signer des services en utilisant le standard PGP. Hein. GPG permet une suite, une gestion complète des clés hein, et tout ce que vous attendriez d'une solution implémentant le full Open PGP. Je fais Q pour quitter. D'accord? Donc ça, c'est accéder au manuel. Déjà. D'accord?